À 6h47 le 6 juin 1944, le commandant Samuel Dei se tenait dans la tour de contrôle exiguë de l'USS Arte, observant 3 destroyers japonais fendre les eaux au clair de lune au large de Tawi-Tawi, traquant son sous-marin avec une précision mortelle. 37 ans, 5 patrouilles de guerre, 18 navires ennemis détruits. La marine impériale japonaise avait dépêché Minizuki, Ayanami et Tanakaze avec l'ordre d'éliminer le sous-marin américain qui terrorisait leur ligne de ravitaillement depuis 3 semaines. Jusqu'en avril 1944, les sous-marins américains évitaient les destroyers japonais. Un destroyer avançait à 35 nœuds. Un sous-marin en immersion peinait à atteindre 9. Entre décembre 1941 et mars 1944, les destroyers japonais avaient coulé 14 sous-marins américains. 0 sous-marin américain n'avait coulé un destroyer japonais alors que les 2 navires étaient engagés activement au combat. Le commandant Dei changea cette équation le 13 avril. Lorsque le destroyer Ikazuchi chargea la position du Arte à toute vitesse, chaque officier sur la passerelle s'attendait à ce que Dei plonge et fuit. Au lieu de cela, il ordonna toute vitesse droit sur le destroyer. À 900 yards, le Arte tira 4 torpilles en éventail. 2 torpilles frappèrent au milieu du navire. Le destroyer explosa et coula en 5 minutes. Le rapport radio de Dei devint célèbre dans toute la flotte sous-marine du Pacifique. Dépenser 4 torpilles et un destroyer. L'amiral Suimu Toyoda, commandant en chef de la flotte combinée japonaise, ne trouva pas cela amusant. Entre janvier et mai 1944, le Japon avait perdu 23 destroyers. L'opération Ago, le plan visant à détruire la flotte d'invasion américaine aux Philippines, exigeait une coordination précise. Perdre des destroyers à cause d'attaques sous-marines perturbait tout. Fin mai, Toyoda avait concentré la flotte mobile à l'ancrage de Tawi-Tawi, 4 cuirassés dont le Yamato, 9 porte-avions, 15 croiseurs, 28 destroyers, la plus grande concentration de puissance navale japonaise depuis Midway. Les décrypteurs américains savaient qu'ils arrivaient. L'amiral Charles Lockwood envoya le Arte patrouiller autour de Tawi-Tawi et attaquer les cibles d'opportunité. Pendant 9 jours, le Arte opéra sans être détecté. Puis le 6 juin à 3 heures, un avion de patrouille japonais repéra le sillage de son périscope à 15 miles au nord de Tawi-Tawi. 3 destroyers réagirent immédiatement. Si vous voulez voir comment les tactiques agressives de Dei se terminèrent face à 3 destroyers le traquant simultanément, veuillez appuyer sur le bouton like. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées sur les sous-marins qui ont changé la guerre navale. Veuillez vous abonner. Retour à Dei. Le commandant Dei étudia le destroyer de tête à travers son périscope. Minizuki, 1250 tonnes, 4 canons de 5 pouces. Il approchait rapidement, zigzagant pour éviter les attaques à la torpille. Derrière lui, 2 autres destroyers s'écartaient en formation de recherche, enfermant le Arte dans une zone de mise à mort. Dei orienta l'étrave du Arte directement sur le Minizuki. Distance, 1100 yards. Temps avant collision, 96 secondes. Chaque homme dans la tour de contrôle du Arte connaissait la signification de l'attaque dans la gorge. Vous tirez des torpilles directement sur l'étrave d'un destroyer attaquant, puis plongez sous sa quille. Si vos torpilles manquent, le destroyer largue des grenades sous-marines directement sur votre position. Si vous plongez trop tard, le destroyer vous éperonne. À 750 yards, il tira 3 torpilles. Descendez à 300 pieds. L'étrave du Arte plongea à un angle de 30 degrés. 40 secondes après le tir, 2 explosions secouèrent le Arte si violemment que les luminaires éclatèrent. Puis une 3e explosion souleva la poupe du Arte de 6 pieds avant qu'elle ne retombe. Dei remonta à la profondeur périscopique. Là où se trouvait le Minizuki, il vit des débris et une nappe de pétrole. Le destroyer s'était brisé en 2 et sombrait. Les 2 autres destroyers fuyaient, larguant des grenades au hasard. L'amiral Toyoda reçut la nouvelle à 9 heures. Il ordonna à 6 autres destroyers de trouver le sous-marin. À midi, des avions de patrouille japonais fouillaient chaque zone toutes les 20 minutes, mais Dei n'avait pas fini de chasser. 7 juin, 2h30. Le Arte fit surface pour recharger ses batteries. La nuit était d'un noir total. Pas de lune, ciel couvert. Des conditions parfaites. À 3h12, contact radar. Navire isolé au relèvement 0,95 à 8 milliards, se rapprochant rapidement. Le contact avançait à 28 nœuds.
Définitivement un destroyer. Le destroyer Ayanami, 700 tonnes, cherchait des sous-marins américains depuis 1 heure. Son capitaine, le commandant Hideo Kuboki, avait reçu l'ordre de retourner à la base à 3 heures. Il était épuisé. Personne ne s'attendait à ce qu'un sous-marin américain attaque en surface de nuit. DI ordonna toute vitesse. Les moteurs diesel du Arte poussèrent le sous-marin à 21 nœuds. Il réduisait délibérément la distance. Il fallait entrer dans la zone d'ombre radar du destroyer avant qu'il ne le repère. À 4 milliards, l'opérateur radar du Ayanami détecta un contact surface. Petit, rapide, probablement un autre destroyer retournant à la base. À 3 milliards, Kuboki comprit son erreur. Sous-marin américain. Il ordonna toute vitesse et vira pour éperonner. Trop tard. À 2300 yards, DI tira 4 torpilles. 2 frappèrent le flanc tribord du Ayanami près du magasin arrière. L'explosion arracha complètement la poupe du destroyer. Le navire roula de 90 degrés, ses hélices tournant encore alors qu'il coulait la poupe en premier. Kuboki et 147 marins moururent immédiatement. Les avions de patrouille japonais arriveraient dans quelques minutes. 2 destroyers en 24 heures. La marine impériale japonaise le chassait avec tout ce qu'elle avait. L'amiral Toyoda était furieux. 2 destroyers perdus en 2 jours au même sous-marin. Il retira 8 destroyers de l'escorte des convois et les organisa en groupe de chasse anti-sous-marins. Leur seule mission, trouver et détruire le sous-marin américain opérant près de Tawi-Tawi. Chaque capitaine de destroyer reçut les mêmes ordres. Agressivité maximale, aucune retraite. Détruisez ce sous-marin. Le 8 juin, DI mena le Arte vers le sud en direction du passage de Sabutu, le détroit étroit entre Tawi-Tawi et Bornéo. Les destroyers japonais patrouillaient constamment ce passage. DI voulait voir combien il pourrait en couler avant qu'ils ne comprennent ses tactiques. À 14 heures, un veilleur repéra 2 destroyers en formation. Tanikaz et une escorte non identifiée. Les 2 avançaient à 25 nœuds, exécutant un schéma de recherche standard. DI étudia leurs mouvements pendant 90 minutes. Les destroyers suivaient un zigzag prévisible, changeant de cap toutes les 8 minutes. Cela lui donnait peut-être 30 secondes pour effectuer un tir après chaque changement de cap. Il plaça le Arte directement sur leur trajectoire et attendit. À 16h30, le Tanikaz vira vers la position des distances 3 milliards. DI la laissa approcher. 2500 yards, 2000, 1500. À 1200 yards, il tira 4 torpilles à 17 secondes d'intervalle. La première manqua. La seconde frappa le Tanikaz près de la passerelle. La troisième atteignit le magasin avant. L'explosion fut si massive que l'équipage du Arte l'entendit clairement sous l'eau, même avec les trappes scellées. La section avant du Tanikaz se sépara de la coque principale. Les 2 parties coulèrent en 3 minutes. Le destroyer d'escorte vira immédiatement et chargea la position du Arte, larguant des grenades sous-marines en approchant. DI plongea le Arte profondément. 400 pieds. Les grenades explosèrent au-dessus, secouant violemment le sous-marin, mais sans causer de dégâts sérieux. Après 40 minutes, le destroyer abandonna et se retira. 3 destroyers en 3 jours. L'amiral Toyoda était sur le point de prendre une décision qui changerait le cours de la bataille de la mer des Philippines. Mais d'abord, DI devait en couler un dernier. Et cette fois, il comptait le faire en plein jour avec 2 destroyers japonais observants. Le 9 juin à 5 heures, DI remonta le Arte à la profondeur périscopique à 12 miles au sud-ouest de Tawi-Tawi. Ce qu'il vit fit retenir leur souffle à tous les hommes dans la tour de contrôle. Droit devant, 4 destroyers japonais avançaient en ligne de front, recherchant activement les sous-marins. Leur sonar émettait si fort que l'opérateur acoustique du Arte pouvait l'entendre sans casque. DI avait 8 torpilles restantes. 4 destroyers signifiaient qu'il n'aurait peut-être que 2 occasions de tir avant qu'ils ne le submergent. Il étudia leur formation à travers le périscope. Le destroyer de tête zigzaguait agressivement. Le second maintenait un cap stable. C'était sa cible. À 6h12, le second destroyer vira directement vers la position du Arte. Distance, 4 milliards. DI attendit. 3000, 2500. À 1800 yards, il tira 3 torpilles.
Les 3 frappèrent le flanc bâbord du destroyer en moins de 5 secondes. Le navire explosa avec une telle violence que des débris furent projetés à 300 pieds en l'air. Il chavira et coula en 90 secondes. Les 3 autres destroyers convergèrent immédiatement sur la position du Arte. DI plongea le sous-marin à 500 pieds. Les grenades commencèrent à exploser au-dessus. 23 dans les 10 premières minutes. Les lumières s'éteignirent. L'éclairage d'urgence se déclencha. Les plaques de coque gémirent sous la pression. Une conduite éclata dans la salle des torpilles avant, aspergeant le sol d'eau de mer. L'équipage du Arte travailla en silence, réparant les dégâts tandis que les grenades continuaient de détonner autour d'eux. Après 2 heures, les destroyers se retirèrent. DI remonta à la profondeur périscopique. Les destroyers avaient disparu. 4 navires de guerre ennemis coulaient en 4 jours. Mais DI ne pensait pas à son succès. Il pensait à son carburant. Le Arte avait consommé 60% de ses réserves de diesel. Il lui restait peut-être 3 jours avant de devoir se retirer vers Fremantle. L'amiral Jisaburo Ozawa, commandant de la flotte mobile japonaise à Tawi-Tawi, reçut les rapports des attaques à 14 heures le 9 juin. 4 destroyers perdus, un sous-marin. Ozawa fit le calcul. Si un sous-marin américain pouvait pénétrer si facilement son écran défensif, tout l'ancrage était vulnérable. Il envoya un message urgent à l'amiral Toyoda. La flotte mobile devait quitter Tawi-Tawi immédiatement. Les Américains savaient où ils se trouvaient. Toyoda accepta. L'opération Ago exigeait que la flotte mobile intercepte la force d'invasion américaine près des Mariannes, mais l'opération ne devait commencer que le 15 juin. Partir 6 jours plus tôt signifiait que ces porte-avions arriveraient sans reconnaissance adéquate. Ces destroyers seraient dispersés sur plusieurs zones de patrouille. Ces lignes de ravitaillement ne seraient pas établies. Mais rester à Tawi-Tawi avec un sous-marin américain chassant ces destroyers était un suicide. Le 10 juin à 8 heures, la flotte mobile japonaise quitta Tawi-Tawi. 4 cuirassés, 9 porte-avions, 15 croiseurs, 24 destroyers, se dirigeant vers le nord-est en direction de la mer des Philippines. Les décrypteurs américains interceptèrent les ordres de mouvement dans les heures qui suivirent. L'amiral Raymond Spruance, commandant de la 5e flotte, ajusta ses plans de bataille en conséquence. Le départ anticipé donna aux porte-avions américains un jour supplémentaire pour se positionner en vue de ce qui deviendrait la bataille de la mer des Philippines. DI ne savait rien de tout cela. Le 10 juin à 16h30, il repéra 2 autres destroyers patrouillant au nord du passage de Sibutu. Les 2 avançaient à grande vitesse, exécutant un schéma de recherche agressif. DI avait 5 torpilles restantes, assez pour une dernière attaque. À 17h15, il tira 3 torpilles sur le destroyer de tête. L'une frappa près de l'étrave. Le destroyer ralentit mais ne coula pas. Le second destroyer chargea immédiatement la position du Arte. DI tira ses 2 dernières torpilles. Les 2 manquèrent. Il n'avait plus de torpilles, aucun moyen de se défendre, et un destroyer japonais fonçait sur sa position à 32 nœuds. DI ordonna une plongée d'urgence. Les plans de plongée du Arte mordirent l'eau, poussant le sous-marin vers le bas à l'angle maximum. 300 pieds, 4 cents, 5 cents. Le destroyer passa directement au-dessus. Ses hélices brassant l'eau si bruyamment que l'équipage du Arte pouvait entendre les pales à travers la coque. Puis le silence. Le destroyer revenait. DI connaissait la méthode. Le destroyer effectuerait plusieurs passages, larguant des grenades sous-marines à chaque fois jusqu'à ce que le sous-marin fasse surface ou implose. Le Arte n'avait plus de torpilles pour se défendre. Aucun moyen de toucher le destroyer. Sa seule option était de tenir bon et d'espérer que le destroyer épuise ses réserves de grenades. Le premier schéma tomba à 17h23. 6 grenades explosèrent en un groupement serré autour du Arte. Le sous-marin roula de 15 degrés sur tribord. Les ampoules éclatèrent. Les hommes saisirent les poignées. Un second schéma tomba 2 minutes plus tard, plus proche cette fois. Les explosions soulevèrent la poupe du Arte et la rabattirent. L'isolant en liège tomba du plafond. Une conduite hydraulique éclata dans la salle de contrôle. Pendant 90 minutes, le destroyer traqua le Arte. 42 grenades. La plupart explosèrent trop haut ou trop loin, mais 3 furent assez proches pour fissurer les manomètres et provoquer de petites fuites.
DI maintint le Arte à 500 pieds, avançant à 2 nœuds, produisant le moins de bruit possible. Enfin, à 19 heures, le destroyer se retira. Il avait épuisé son stock de grenades sous-marines. DI attendit encore 1 heure avant de faire surface. L'océan était vide, aucun destroyer, aucun avion de patrouille, seulement l'obscurité et le son des moteurs diesel rechargeant les batteries. Le Arte descendit vers Fremantle à 8 nœuds, économisant le carburant. Il arriva le 26 juin après une patrouille de 17 jours. Au moment où le Arte accosta au quai, l'amiral Charles Lockwood l'attendait. Il suivait les rapports de patrouille de DI via les interceptions radio. 5 destroyers attaqués, 4 confirmés coulés, 1 endommagé. En 12 jours, la patrouille anti-destroyer la plus réussie de l'histoire de la guerre sous-marine. Lockwood décerna à DI la Navy Cross sur le champ. Puis il posa la question que tout commandant de sous-marin redoutait. « Pouvez-vous recommencer ?» La réponse de DI fut immédiate. « Donnez-moi des torpilles et j'en coule 10. » L'équipage du Arte passa juillet à Fremantle pour les réparations et le réapprovisionnement. DI forma de nouveaux membres d'équipage aux tactiques d'attaque, dans la gorge. Fin juillet, chaque commandant de sous-marin du Pacifique avait étudié les rapports de patrouille du Arte. La tactique fonctionnait. Ozawa arriva dans la mer des Philippines le 14 juin avec sa flotte dispersée sur 200 miles d'océan. Ces avions de reconnaissance avaient épuisé leurs réserves de carburant en raison du départ anticipé et ne purent effectuer correctement leurs recherches. Ces destroyers étaient encore en train de se regrouper après les patrouilles anti-sous-marines autour de Tawi-Tawi, et ces navires de ravitaillement avaient 3 jours de retard. Lorsque les avions américains repérèrent la flotte d'Ozawa le 19 juin, ces porte-avions lançaient encore leurs appareils. Sa patrouille aérienne de combat était sous-effectif. Sa formation navale était désorganisée. La grande chasse aux dindes des Mariannes eut lieu parce qu'Ozawa n'était pas prêt. Et il ne l'était pas parce que DI avait coulé 4 destroyers en 4 jours, convainquant les Japonais que Tawi-Tawi était trop dangereux. L'amiral Lockwood comprit cela immédiatement. Dans ses mémoires d'après-guerre, il écrivit que la 5e patrouille du Arte fut l'opération sous-marine la plus stratégiquement importante de la guerre du Pacifique. 4 destroyers coulés signifiaient 4 escortes de moins protégeant les porte-avions japonais. Mais forcer la flotte mobile à partir plus tôt signifiait que tout le plan de bataille japonais s'effondrait avant le premier coup de feu. Entre décembre 1941 et août 1944, les sous-marins américains coulèrent 1314 navires ennemis totalisant 5,3 millions de tonnes, navires marchands, cargos, pétroliers, transports de troupes, mais seulement 29 navires de guerre. La plupart des capitaines de sous-marins évitaient les navires de guerre, trop dangereux, trop armés, trop rapides. DI prouva que les sous-marins pouvaient chasser les navires de guerre. Sa tactique, dans la gorge, fonctionnait parce qu'elle violait toutes les hypothèses des capitaines de destroyers japonais. Les sous-marins n'étaient pas censés charger les destroyers. Ils étaient censés fuir. Quand le Arte chargeait, les capitaines japonais hésitaient. Cette hésitation leur coûtait 12 secondes. 12 secondes suffisaient pour que les torpilles réduisent la distance et frappent. À la fin de la guerre, les sous-marins américains utilisant les tactiques de DI avaient coulé 214 navires de guerre japonais, dont 4 porte-avions, un cuirassé, 9 croiseurs et 38 destroyers. Le reste était composé de sous-marins, d'escortes et de patrouilleurs. Le Japon commença la guerre avec 63 destroyers. Il en construisit 49 autres. Les sous-marins américains en coulèrent 38. Le Arte en représenta 4 en 4 jours. Le 27 mars 1946, le président Harry Truman remit la médaille d'honneur du commandant Samuel DI à sa veuve, Edwina DI, lors d'une cérémonie sur la pelouse de la Maison-Blanche. La citation disait en partie « Ce remarquable record de 5 destroyers japonais vitaux coulés dans 5 attaques à courte distance atteste l'esprit combatif valeureux du commandant DI et son commandement indomptable. » La marine nomma un destroyer d'escorte en son honneur, l'USS DI, mis en service en 1954. Il servit jusqu'en 1972. Le Arte reçut la présidentielle Unicitation pour ses 5 premières patrouilles de guerre. 6 étoiles de bataille pour son service durant la Seconde Guerre mondiale. Sa devise « Hit EMRD » devint légendaire dans la force sous-marine. Mais son véritable héritage fut la révolution tactique qu'il lança. Avant la 5e patrouille du Arte, la doctrine sous-marine mettait l'accent sur la furtivité et l'évasion. Si un destroyer vous détectait, vous fuyiez.
Vous plongiez profondément, adoptiez le silence total et espériez que les grenades manquent leur cible. Engager un destroyer directement était considéré comme du suicide. Les chiffres ne jouaient pas en votre faveur. Les destroyers étaient plus rapides, mieux armés et conçus pour tuer les sous-marins. DI changea ces chiffres en comprenant un fait essentiel sur les capitaines de destroyers. Il s'attendait à ce que les sous-marins fuient. Quand un sous-marin chargeait au lieu de fuir, le capitaine du destroyer devait prendre une décision instantanée avec des informations incomplètes. Virer à gauche, virer à droite, maintenir le cap, tirer ses canons, tout en sachant que des torpilles fonçaient à 46 nœuds. La plupart se trompaient. Quand ils réalisaient leur erreur, il était trop tard, les torpilles touchaient déjà. Entre juin et décembre 1944, 12 sous-marins américains adoptèrent les tactiques agressives de DI. L'USS Tang coula 2 destroyers. L'USS Trigger en coula 1. L'USS Barb coula un destroyer et en endommagea un autre. L'USS Flasher coula 3 navires d'escorte en utilisant des attaques dans la gorge. Le taux de réussite global était de 63%. Pour 5 attaques, 3 destroyers étaient coulés et un endommagé. Une attaque sur 5 échouait complètement. Les capitaines japonais s'adaptèrent. Fin 1944, ils développèrent des contre-tactiques. Lorsqu'un sous-marin chargeait, les destroyers viraient pour s'éloigner et revenaient ensuite, forçant le sous-marin à exposer son flanc à d'autres destroyers, où ils ralentissaient volontairement, laissant les torpilles passer devant eux tout en fermant la distance pour un éperonnage. La tactique fonctionnait encore, mais le taux de réussite tomba à 40%. Les pertes américaines augmentèrent. Entre août et décembre 1944, 9 sous-marins furent perdus dans des attaques de destroyers. Le Tang coula le 24 octobre lorsqu'une de ses propres torpilles fit demi-tour et le frappa. Le Arte fut détruit le 24 août. Le Darte s'échoua le 23 octobre en poursuivant un destroyer. Mais même avec plus de pertes, les sous-marins coulaient plus de navires ennemis que jamais. Les tactiques agressives fonctionnaient. L'amiral Lockwood dut choisir, rappeler tous les sous-marins et revenir à des tactiques défensives ou accepter des pertes plus élevées en échange de la destruction totale du système de convoi japonais. Il choisit l'agressivité. Entre janvier et août 1945, les sous-marins américains opérant sous doctrines agressives coulèrent 437 navires marchands japonais et 53 navires de guerre. En août, le Japon ne disposait plus que de 25% de son tonnage marchand initial. Les îles japonaises étaient affamées. Les usines fermaient faute de matières premières. La marine impériale ne pouvait plus alimenter ses navires restants. DI ne vit jamais cela. Il mourut 3 mois après sa plus grande victoire, tué par le même type de navire d'escorte qu'il avait passé 1 an à apprendre à détruire. Mais ses tactiques lui survécurent. Chaque commandant de sous-marin du Pacifique étudia les rapports de patrouille du Arte. Chaque plan d'attaque mentionnait la doctrine dans la gorge. Chaque solution de tir tenait compte des attaques en charge. Le 22 mai 2024, 80 ans après son naufrage, une équipe d'exploration sous-marine dirigée par Tim Taylor et le projet Lost 52 découvrit l'épave du Arte en mer de Chine méridionale. Elle repose droite sur le fond marin, à 3750 pieds de profondeur, 12 miles à l'ouest de Dazzle Bay, là où elle fit sa dernière plongée. Sa coque résistante reste en grande partie intacte, à l'exception des dommages causés par les grenades près de la tour de contrôle. L'épave est une tombe de guerre protégée. Aucune opération de récupération n'est autorisée. Mais retrouver le Arte représentait bien plus qu'un simple repérage d'épave. Cela apportait une forme de paix aux familles qui avaient attendu 80 ans des réponses. Et cela honorait 79 hommes qui avaient changé la guerre navale pour toujours. Entre juin et août 1944, les sous-marins américains coulèrent 14 destroyers japonais en utilisant des variations de l'approche agressive de DI. Le 5 août, le Arte quitta Fremantle pour sa 6e patrouille de guerre. Il avait été assigné à opérer au sein d'une meute de 3 sous-marins avec l'USS Ado et l'USS Hack. Le commandant DI était aux commandes. Leur mission, patrouiller les eaux à l'ouest de Luçon et attaquer les navires japonais se dirigeant vers les Philippines. La patrouille commença bien. Le 21 août, la meute intercepta un convoi de 16 navires au large de Palawan Bay. Dans une attaque coordonnée, ils coulèrent 4 cargos totalisant 22 000 tonnes. Le 22 août, le Arte et le Ado attaquèrent 3 navires de défense côtière au large de Bataan. Les 3 coulèrent. Le Arte fut crédité de la destruction de 2 frégates,
Matsuwa et Iburi. Le 23 août, le Hado avait utilisé toutes ses torpilles et se retira de la patrouille. Il ne restait plus que le Arte et le Hak, opérant ensemble au large de Dasolbe sur la côte ouest de Luçon. Les services de renseignement japonais avaient suivi les mouvements de la meute. Ils connaissaient approximativement la zone d'opération des sous-marins américains et avaient envoyé quelque chose de spécial pour s'en occuper. Le 24 août à 4h53, l'USS Hak plongea à 4 miles de l'île Hermana Mayor. À travers son périscope, il pouvait voir le Arte en surface, à 4500 yards au sud. Les deux sous-marins se préparaient à attaquer un destroyer japonais endommagé que le Hado avait torpillé la veille. Puis l'opérateur sonar du Hak entendit quelque chose qui glaça son sang. De l'éco-ranging. Proche. Très proche. Deux navires d'escorte japonais approchaient de la position du Arte, le CD-22 et le dragueur de mine PB-102. Tous deux avançaient à 18 nœuds, menant une recherche sonar active. Ils chassaient les sous-marins américains depuis 3 jours. Les renseignements japonais avaient intercepté des transmissions radio entre le Arte, le Hak et le Hado lors de l'attaque de Palawan Bay. Ils savaient que la meute opérait quelque part au large de Dasolbe. Le capitaine du Hak ordonna immédiatement une plongée profonde et silencieuse. Il observa à travers son périscope les deux navires japonais converger vers le Arte. À 5h20, l'opérateur radio du Hak tenta d'avertir le Arte. Aucune réponse. Soit la radio du Arte était éteinte, soit il se préparait déjà à plonger. À 5h30, le Arte plongea en urgence. Les navires japonais n'étaient plus qu'à 2 milliards. DI les avait vus au tout dernier moment. Il fit plonger le Arte rapidement, ordonnant toute vitesse et un angle de plongée maximum. Le sous-marin descendit à 35 degrés, ses moteurs diesel encore en marche alors qu'il s'immergeait, laissant une immense traînée de bulles en surface indiquant précisément sa position. L'opérateur sonar du CD-22 avait un contact parfait. Distance, 1200 yards. Profondeur, environ 200 pieds. Le sous-marin plongeait encore. Le capitaine du navire d'escorte ordonna immédiatement une attaque aux grenades sous-marines. À 5h47, le CD-22 effectua son premier passage au-dessus de la position du Arte et largua une salve complète de grenades réglées pour exploser à 250 pieds. Les explosions encadrèrent parfaitement le Arte. Au moins 3 détonèrent à moins de 50 pieds de sa coque. La coque résistante se fissura près de la salle des torpilles arrière. L'eau de mer entra à une pression énorme. La poupe du Arte fut entièrement inondée en moins de 90 secondes. L'étrave se redressa brutalement tandis que la poupe l'entraînait vers le fond. DI ordonna de souffler tous les ballasts. Remontée d'urgence. Le système d'air comprimé lutta contre l'inondation, mais il y avait trop d'eau dans les compartiments arrière. Le Arte ne parvenait pas à remonter. À 5h52, le CD-22 effectua un second passage. Cette fois, les explosions furent encore plus proches. Elles déchirèrent la coque résistante du Arte en plusieurs endroits. La salle de contrôle fut inondée. Toute l'alimentation électrique tomba. L'éclairage d'urgence s'éteignit. À 600 pieds, bien au-delà de sa profondeur maximale d'exploitation, la coque du Arte commença à imploser. Les cloisons cédèrent sous la pression. Les compartiments furent écrasés comme des boîtes de conserve. Le sous-marin disparut moins de 3 minutes après le premier impact. À 6 heures, le CD-22 et le PB-102 signalèrent une destruction confirmée. De grandes quantités d'huile, de débris de bois et de liège remontèrent à la surface. Les navires japonais tournèrent dans la zone pendant 2 heures, larguant des grenades supplémentaires pour s'assurer que le sous-marin était détruit. Aucun survivant ne fut récupéré. Les 79 hommes à bord du Arte périrent. Le commandant Samuel DI. Le radioman Calvin Bull, qui avait gagné une étoile de bronze pour les destroyers coulés en juin. Tous les officiers et marins qui avaient fait du Arte le sous-marin le plus redouté du Pacifique. L'USS Hak resta immergé jusqu'à la nuit. Son capitaine transmit un rapport décrivant la perte du Arte. Le message arriva à l'amiral Lockwood à 8 heures le 25 août. Lockwood suspendit immédiatement toutes les opérations sous-marines dans la région de Dasolbe et ordonna à chaque sous-marin de se retirer vers des eaux plus sûres. La nouvelle parvint aux États-Unis début septembre. Le département de la marine annonça que l'USS Arte était présumé perdu corps et biens. Aucun détail supplémentaire ne fut fourni.
Les opérations des sous-marins étaient classifiées. Le public américain ne découvrirait l'histoire complète de la 5e patrouille du Arte qu'après la guerre. Mais les Japonais, eux, savaient. L'amiral Toyoda reçut le rapport le 26 août. Le sous-marin qui avait terrorisé sa flotte de destroyers pendant 3 mois était enfin détruit. Il ordonna une citation honorifique pour l'équipage du CD-22. Ce que Toyoda ignorait, c'était l'ampleur des dégâts que Dei avait déjà causés et comment ces 4 jours de juin avaient tout changé. La bataille de la mer des Philippines commença le 19 juin 1944, 9 jours après que le Arte eut coulé son 4e destroyer au large de Tawi-Tawi. La flotte mobile de l'amiral Ozawa affronta la 5e flotte de l'amiral Spruance dans ce qui deviendrait la plus grande bataille de porte-avions de l'histoire. 15 porte-avions américains face à 9 porte-avions japonais. 900 avions américains contre 430 japonais. La bataille dura 2 jours. Les pilotes américains abattirent 376 avions japonais tout en ne perdant que 30 des leurs. Les pilotes américains surnommèrent l'affrontement la « Grande chasse aux dindes des Mariannes ». 3 porte-avions japonais coulèrent, Tai, Shikaku, I. 2 cuirassés furent endommagés, un croiseur coulé. La marine impériale japonaise perdit 75% de son groupe aérien embarqué et ne s'en remettrait jamais. Mais la bataille aurait pu être différente si l'amiral Ozawa était arrivé comme prévu. Son plan initial prévoyait que la flotte mobile quitte Tawi-Tawi le 15 juin. Cela aurait donné à ses avions de reconnaissance 4 jours pour localiser la flotte américaine avant le début de la bataille. Ces porte-avions auraient été pleinement ravitaillés, ses écrans de destroyers correctement organisés, son plan de bataille coordonné avec les avions basés aux Philippines. À la place, le Arte l'obligea à partir 6 jours plus tôt.